Nul ne peut vous faire de l'ombre quand c'est votre heure de briller. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue, voici les titres. La journée mondiale de la contraception, l'événement est célébré hier jeudi 26 septembre 2024 comme à chaque année dans les 4 coins du monde entier. Que comprendre réellement de la contraception? Élément de réponse à ceux dans ce journal. Un coup d'État déjoué au Bénin, c'est du moins ce qu'on peut retenir de la réaction des voix officielles dans l'affaire interpellation de 3 personnalités du pays. Vous le savez désormais, Olivier Bokor, Oswald Omeki et le colonel Dieudonné Tevrodje ne sont plus libres de leur mouvement. Ils sont interpellés ces derniers dans cette affaire. Tout comprendre sur cette rocambolesque affaire, c'est dans un instant. Pendant ce temps, le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, COSO, tient un atelier pour financer et valider le rapport d'étude sur la catastrophe, sinon la cartographie des chaînes de valeur ajoutée résilientes au climat. Que comprendre justement de cet atelier? Restez des nôtres pour suivre les précisions. D'autres nouvelles au plan local et national seront au menu, sans oublier à la boucle la revue de presse nationale de Lukman Wurucho. Mesdames et messieurs, c'est là pour les titres. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Coup d'État déjoué au Bénin, c'est du moins ce qu'on peut retenir de la réaction des voix officielles dans l'affaire interpellation de 3 personnalités du pays. Vous le savez, Olivier Bokor, Oswald Omeki et le colonel Dieudonné Tevrodje ont été interpellés dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre. La nouvelle s'est répandue telle une traînée de poudre à travers les médias et sur les réseaux sociaux. Une rocambolesque affaire qui tient le haut du pavé de l'actualité suscite moult interrogations, surtout quand on sait qu'il s'agit des affaires du pouvoir qui ont été interpellées. Mais dans l'après-midi de ce mercredi 25 septembre, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, en abrégé CRIET, a rompu le silence et dévoile les motifs de ces interpellations. On écoute un extrait des explications de Mario Metonou. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Omeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Omeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Bokor, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Banque Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de francs CFA 105 millions. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 en espèces une somme de francs CFA 1,5 milliard. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Bokor a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswald Omeki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1,5 milliard de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Omeki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Bokor a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de revenir vers vous pour vous donner de plus amples informations sur l'évolution de cette procédure. En réaction à cette actualité, le gouvernement béninois, à travers son porte-parole, invite l'opinion à faire confiance à la justice béninoise. On écoute pour plus de détails Wilfried Léandre Hongwich. Que comme vous, j'attends que la justice de notre pays
nous livre les éléments d'appréciation du dossier de l'espèce que vous évoquez, afin que l'opinion publique, l'opinion nationale comme internationale, soit située sur les raisons qui justifient les interpellations des personnalités que vous évoquez. Vous parlez de procédures, je ne suis pas qualifié pour les apprécier, mais je sais que s'il y a des incidents de procédure, cela se plaide devant les tribunaux et je voudrais que nous fassions tous confiance à la justice de notre pays pour nous situer et pour demain, le cas échéant, connaître d'un procès relativement à la matière dont vous parlez. C'est la première réaction officielle du gouvernement suite à l'éclatement de cette affaire de coup d'État déjoué. Une réaction obtenue à l'occasion du compte rendu du Conseil des ministres. Et parlant du Conseil des ministres, au milieu de cette semaine, le président Patrice Talon et son gouvernement ont examiné et adopté des décrets portant modification des statuts de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition et ceux de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Les détails avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongweji. Au chapitre des mesures normatives ont été adoptés les décrets portant modification des statuts de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition et ceux de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, puis celui portant abrogation du décret numéro 2009-245 du 9 juin 2009 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil de l'alimentation et de la nutrition. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Monokoufo et pour l'actualisation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Lomé. Des 4 ensembles hydrographiques catégorisés dans notre pays, seul celui de Lomé dispose d'un schéma directeur finalisé en 2013 et adopté en 2015, soit depuis une dizaine d'années. Il est donc opportun qu'il soit actualisé en vue de la prise en compte des nouvelles orientations intervenues dans le cadre de la gestion concertée des ressources en eau. La question de la gestion des bassins des cours d'eau a été abordée. Le Conseil a décidé de doter certains bassins, dont celui du fleuve Niger, d'un chemin directeur. Extrait des propos de Wilfried Léandre Hongweji. À ce jour, celui du Monokoufo et la portion béninoise du bassin du fleuve Niger n'en disposent pas. En outre, les diligences sont engagées afin de doter la portion nationale du bassin de la Volta du même instrument de pilotage. La réalisation de ces schémas directeurs est nécessaire pour, à terme, favoriser la création d'une agence nationale des bassins hydrographiques, la finalité étant de gérer plus efficacement les ressources en eau du pays, en lieu et place d'agences réparties par bassin. En point 2, contractualisation pour la réalisation des travaux de forage d'exploitation à gros débit destinés à l'alimentation des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans les départements du Borgou, de l'Atakora et de la Donga et pour la surveillance et le contrôle des dits travaux. Ces travaux portent en tout sur 177 forages destinés à desservir 47 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans ces départements. Ils viennent renforcer les projets et programmes en cours pour le développement des infrastructures hydrauliques en vue d'atteindre l'accès universel à l'eau potable au Bénin, particulièrement en milieu rural. Par ailleurs, il a été décidé du montant de cession des logements sociaux construits dans certaines régions du pays. Voici ce qu'en dit Wilfried Léandre Hongweji, porte-parole du gouvernement. Approbation des coûts de cession des logements sociaux et économiques. Pour rappel, lors de sa séance du 20 avril 2022, le Conseil des ministres avait déjà validé les critères d'attribution des 10 logements ainsi que les modalités de leur commercialisation. Celles-ci ont, depuis lors, fait l'objet des diligences requises pour stabiliser les coûts de cession. Leur approbation est entérinée par le Conseil en vue du démarrage des opérations de cession dès le dernier trimestre 2024 sous la conduite du ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable.
Autre volet de l'actualité dans ce journal, le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée-Kozo tient un atelier pour financer et valider le rapport d'études sur la cartographie, j'y arrive, des chaînes de valeur ajoutées résilientes au climat. Plusieurs acteurs prennent part aux travaux depuis ce jeudi 26 septembre 2024 à Parakou. Taïro Saré est l'œil justement. Il est journaliste à Radio Dima FM pour Le Point. Cet atelier de 48 heures a réuni les acteurs au niveau central, au niveau des services déconcentrés de l'État, les mairies et les associations professionnelles spécialisées dans la production. Les travaux vont permettre d'atteindre deux principaux objectifs selon Dieudonné Konon, consultant de cet atelier. Un objectif de validation, de complément, de diagnostic sur un travail de diagnostic, de cartographie, de diagnostic des chaînes de valeur résilientes dans la zone d'intervention du projet COSO. Et un deuxième objectif qui va consister à mobiliser des informations auprès des participants pour aborder des stratégies pouvant permettre d'améliorer la résilience au niveau de ces chaînes de valeur ajoutées-là. Et cela se situe dans le cadre d'une étude globale qui a démarré depuis un moment, qui nous avait permis de faire un tour de terrain pour collecter des informations, les traiter, les analyser. Et maintenant, avec les acteurs, on va faire de la co-construction pour finaliser cette étude. Les réflexions issues de l'atelier vont aboutir à un plan de renforcement de compétences à divers niveaux, a dit Ousmane Togou, assistant du coordonnateur du projet COSO. La zone d'intervention du projet qui couvre les 4 départements du Nord Bénin est occupée par des populations rurales qui mènent des activités économiques liées à la production agricole, à l'éthique, d'élevage, des exploitations minières et ou des exploitations artisanales. Donc c'est pour mieux maîtriser vraiment ce système afin d'accompagner les communautés et les communes à améliorer la mobilisation de leurs ressources propres au niveau des collectivités territoriales que nous avons initié cette étude. Nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît et par rapport à ça, une typologie des chaînes de valeur ajoutées et résilientes au climat a été établie. L'atelier que nous démarrons, qui va durer 48 heures, va dans des séances de concertation, fait de travaux en plénière et des travaux de groupe, nous permettent d'affiner ces résultats dans un premier temps, de formuler des recommandations et de faire sortir un plan de renforcement des compétences. Et là, il faut comprendre, lorsqu'on dit plan de renforcement des compétences, par rapport à chaque chaîne de valeur ajoutée et par rapport à la stratégie de mobilisation des parties prenantes, quelle pourrait être l'intervention de chaque acteur pour améliorer le processus. Ousmane Togou fait ensuite le lien entre le manque d'infrastructures communautaires et l'absence de la cohésion sociale. Le difficile accès aux services sociaux de base crée la frustration. La frustration crée l'incivisme. L'incivisme crée l'exclusion. L'exclusion crée le vandalisme. Le vandalisme crée la violence. La violence crée l'extrémisme. C'est pour endiguer ce processus que, au démarrage du projet, nous avons initié vraiment des études de référence sur les indicateurs de cohésion sociale. Et ça va nous permettre de voir dans quel sens nous allons agir, notamment en ce qui concerne l'inclusion sociale. Mais en ce qui concerne la dimension fragilité, conflit et violence, lorsque les paramètres de cohésion sociale ne sont pas maîtrisés tels que je viens de les décrire, c'est que nous entrons dans un cercle infernal. Et que de faire le médecin après la mort, c'est mieux de maîtriser les déterminants. Le pourquoi on est à cette situation. En vertu de quoi un terroir a des besoins satisfaits et d'autres terroirs n'en ont pas. Question. En vertu de quoi d'autres produisent la richesse et d'autres ne font qu'en consommer. Question. Donc voilà la dynamique dans laquelle nous sommes. Et nous sommes en train vraiment de cartographier tous ces facteurs afin vraiment de pouvoir nous déployer. Et pour que, au lieu de travailler dans le sombre obscur, que nous soyons vraiment des éclairés et proposer à nos gouvernants vraiment des solutions viables pour le devenir de nos populations. L'atelier de finalisation et de validation du rapport de l'étude sur la cartographie des chaînes de valeur ajoutée résilientes au climat prend fin ce vendredi.
Merci à notre confrère de Radio Dima FM, Saré. De cette actualité, nous parlons tout autre chose à présent. Au plan local, le marché international de Malanville, autrefois un carrefour incontournable pour les commerçants de plusieurs pays, est aujourd'hui en déclin. La fermeture de la frontière bénino-nigérienne a désorganisé le marché, désoriente des commerçants qui se sont tournés vers Sania au Nigeria, avec une partie du marché appelé Kovo en quête de meilleures opportunités commerciales. Ce transfert des activités commerciales privées, justement, prive la commune de Malanville d'une source importante de revenus issus des taxes et droits de marché. C'est ce qui anime, c'est ce qui a amené le chef de l'arrondissement central de Malanville à se prononcer. Je vous invite à suivre Issifou Souley. En tant qu'usager du marché, il y a vraiment bien longtemps que, si vous savez, depuis les fermetures de frontières, le marché de Malanville est en faillite. Vous le savez, je pense. On le partage ensemble. Malgré tout, la population est en train de continuer ses activités. Mais ça ne va pas. Ça agit sur toutes les recettes de la commune de Malanville. La seule partie qui s'anime, c'est la zone qu'on appelle Kovo, là où on vend les haricots, on vend les oignons, on vend les épices. C'est la seule portion là qu'il y aura d'activité. À notre grande surprise, les seuls Togolais qui animaient, qui sont les acheteurs des produits de cette portion que je suis en train de parler, la douane de Zougou intercepte leurs véhicules. Toutes les activités que vous savez qui passaient dans la portion que je vous parlais là, aujourd'hui tout est arrêté. La douane de la commune de Zougou qui a refusé que les produits passent pour rentrer au Togo, disant que s'il n'y aura pas de transit, ou bien même ils ont orienté les mêmes chargeurs, les mêmes propriétaires des camions des produits, de faire délocaliser leur commerce de Malanville vers la région de Samia au Nigeria. Donc vous voyez, si les gens chargent, ou bien on va les décharger dans le marché de Samia, ils vont charger au Nigeria et rentrer à Sebana, faire les formalités et pour pouvoir aller au Togo par le transit. Face à cette situation, le chef de l'arrondissement central de la commune de Malanville a récemment tenu une réunion d'urgence avec tous les acteurs du marché pour évaluer les impacts de cette crise devant le maire de la commune de Malanville. Et pour vite régler la situation, plusieurs démarches ont été entreprises. Ici, il faut souligner qu'on écoute. En tant que chef d'arrondissement et acteur dans le marché de Malanville, j'ai lancé tous les appels que je peux faire parce que ma première priorité, c'est de rendre compte au maire. J'ai appelé le maire par téléphone et je me suis rendu chez le maire avec une équipe des usagers du marché. Le maire nous a vraiment accueillis et nous sommes satisfaits de ses propos parce qu'il a pris l'engagement, s'il plaît à Dieu, que le mardi, ce mardi que nous sommes en train de parler, il serait à Cotonou et il va essayer de toucher toutes les portes pour que Malanville, pour que les recettes de Malanville encore ne se périssent pas. Donc c'est pour ça que vraiment j'ai encore lancé un appel au secrétaire exécutif de la mairie en tant que coordinateur du budget, qu'il sache qu'est-ce qui se passe dans la commune de Malanville. Lui aussi, il m'a pris un engagement qu'il va rendre compte aux autorités hiérarchiques pour que vraiment Malanville ne se périsse pas pour le moment. Le peu qui en reste, il ne faut pas que vraiment nous le perdions. Par ailleurs, la fermeture de la frontière a également affecté négativement sur les recettes de la commune. C'est pourquoi le chef de l'arrondissement central de Malanville lance cet appel que voici. Ici, il faut souligner qu'on retrouve une dernière fois. Cet appel que je lance, il ne faut pas que nous, en tant que Malanvillois, nous regardions que quelqu'un est en train de souffrir et de laisser. Nous devrons nous unir pour pouvoir nous aider ensemble. Parce que si on laisse une partie souffrir et en finissant, ça revient sur une autre partie. Donc ça veut dire que tel que le maire est en train de faire, de passer par tous ses efforts, il est en train de conjuguer tous les efforts. Donc je lance cet appel, il faut que nous soyons unis, voir comment nous allons essayer à ce que Malanville soit en avance sur toutes les communes. À l'instant, ici, Fossoulé, il est le chef de l'arrondissement central de la commune de Malanville. Sans transition, mesdames, messieurs, voici la revue de presse nationale de Lokman Worochio. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce vendredi, les confrères reviennent sur le dossier de coup d'État déjoué.
C'est d'ailleurs le principal sujet traité par les journaux ce vendredi. La criette décide du sort de Boko et Omeki ce jour, annonce d'entrée le journal Honubo. Après les 72 heures réglementaires de garde à vue, l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki et l'homme jadis de confiance du chef de l'État Olivier Bokor se présenteront aujourd'hui devant le procureur spécial de la Criette pour connaître le sort qui leur est réservé quant à leur implication dans l'affaire de coup d'État qui, observe le journal, depuis le début de la semaine anime l'actualité au Bénin et au-delà des frontières. Quotidien Dynamisme Info imagine déjà à quelle sauce Omeki sera mangé. Lui qui sera déféré ce vendredi devant le parquet de la juridiction spéciale pour être écouté ou pour faire connaître sa part de version des accusations contre sa personne, Oswald Omeki sera face à un exercice difficile pour tenter de recouvrer sa liberté, écrit le journal. Loin de l'intention de dévancer les faits, mon confrère observe que déjà présenté comme une personne animée de mauvaises intentions, l'ancien ministre des Sports peinera à convaincre le procureur spécial de la Criette pour faire éteindre la procédure judiciaire à son encontre. Le journal redoute une mise sous mandat de dépôt ou la prorogation de sa garde à vue. L'affaire tient les Béninois en haleine depuis quelques jours et n'a pas fini de révéler tous ces épisodes, reprend Info Matin. Le journal se demande si on s'achemine vers la requalification des faits. En effet, s'explique le quotidien, au moment de l'interpellation de l'ancien ministre Oswald Omeki, il a été noté une opération de transmission de 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine selon les propos du procureur spécial. 1,5 milliard de francs CFA, cette somme serait destinée à financer l'opération de déstabilisation du pouvoir du président Patrice Talon, retient le journal qui relève que toutefois par rapport au montage financier du complot, un bémol est survenu en ce qui concerne l'ouverture présumée d'un compte bancaire dans les livres de NCA Bank Côte d'Ivoire au nom de Dieudonné Thévodré. La direction générale s'est fendue d'un communiqué qui rejette l'existence d'un tel compte, du moins à la date évoquée par le procureur de la Criette. Mon confrère spécule et analyse que le procès de l'ancien ministre des Sports pourrait se faire sur fond d'un chef d'accusation qui jusqu'ici n'apparaît pas en première ligne. Il s'agit de blanchiment de capitaux, suppute le Canard. Et sur le sujet, le Télégramme, pour sa part, expose la raison pour laquelle le commandant de la garde républicaine n'est pas détenu. Si Olivier Bokor est détenu en lieu secret, selon le journal, les nouvelles informations indiquent que le commandant Dieudonné Thévodré n'est pas en détention. En réalité, rapporte la publication, il aurait fait échouer le complot en restant fidèle à la République. Plutôt que de se joindre à la conspiration, il avait permis son démantèlement, souligne le quotidien qui apprend qu'après avoir été écouté mardi dernier, il reste libre de ses mouvements. Les enquêtes sont en cours pour dénicher tous ceux qui seraient impliqués dans cette affaire de coup d'État, a promis le procureur spécial de la Criette cité par le journal. Alors se préoccupe Matin Libre, la ligne rouge serait-elle finalement franchie entre Patrice Talon et Olivier Bokor, des amis de longue date, plus de 20 ans qui sont devenus inséparables. Olivier Bokor et Patrice Talon ont tout partagé ensemble. Mon confrère note qu'alors que les signes courants d'une rupture ont été constatés ces derniers jours entre eux, les deux amis intimes ont montré à l'opinion qu'ils pourraient surmonter leur brouille. Seulement, c'est sans compter sur cette nébuleuse affaire de tentative de coup d'État dont est accusé Olivier Bokor sur Patrice Talon qui devrait caillasser ce record en amitié, constate Matin Libre qui s'interroge si à ce stade, il faut encore croire que les deux amis et complices pourraient se remémorer leur passé teinté de fidélité et de solidarité. Difficile de croire, cogite mon confrère qui observe que la ligne rouge crainte semble finalement se dessiner aux grandes dames de leurs militants et affidés. Et à propos des militants, le matinal informe que des partis politiques condamnent la tentative de coup d'État au Bénin. L'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, la Renaissance nationale, selon le journal, mais également la Boussole et le Daïbi Info, condamnent ce projet de coup d'État mis à nu au Bénin. Ces partis politiques ont également réaffirmé leur soutien à Patrice Talon, font savoir les confrères.
Par ailleurs, constate la boussole, la vague jaune, c'est-à-dire l'Union progressiste, le renouveau se désolidarise de son militant Omeki. Oui, renchérit le Soleil Bénin Info, dans l'affaire atteinte à la sûreté de l'État, l'Union progressiste, le renouveau fait bloc autour de Patrice Talon et le renouvelle son soutien. Et en réaction, Dynamise Info parle de prétendus coups d'État déjoués contre Patrice Talon et voit des partis politiques dans le rituel de compassion. Et par ailleurs, pour ainsi tourner la page de ce dossier, le même journal, c'est-à-dire Dynamise Info, se demande si l'ambition OB pour la présidentielle de 2026 est sur le point d'être décapitée. En attendant de le savoir pour ainsi finir, fait insolite à Cotonou, Daibi Info rapporte qu'un Zémidian s'est enfui avec le sac de sa cliente. Les faits se sont déroulés au quartier Agla, précise le quotidien qui en publie les détails. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici, dans l'espoir de nous retrouver très prochainement pour d'autres aventures. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Sota FM. Ainsi s'achève cette session de l'information. Merci de l'avoir suivi. Collaboration technique, on retrouve Aboubakar Dokou à la réalisation de cette demi-heure d'information. Zul Kifil Lona, c'est pour son nom. Présent chez vous par la magie des ondes. Mon nom c'est Bruno Gakli. Suivez juste après nous la chronique de Alassane Sanebio et nous vous souhaitons une excellente écoute. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sanebio. Nous abordons l'autre phase de l'atmosphère politique béninoise. Personne ne s'attendait à la nouvelle d'une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, parce que le calme qui régnait dans ce paysage était certes inquiétant mais n'avait rien de ce qui est ventilé aujourd'hui. Les interpellations de personnalités proches du pouvoir actuel viennent donc changer le cours des événements. C'est une question que traite déjà la justice, nous n'allons pas nous aventurer pour l'instant dans des interprétations. Mais ce qui est réel est que l'opposition est en train de naître au sein de la mouvance présidentielle. C'est un schéma qu'on évitera difficilement. Cela n'est pas surprenant. Ce sont des effets de fin de mandat d'un régime. Par le passé, on avait assisté à cela aussi. La majorité de ceux qui ont fait avec l'ancien président Boni Yayi l'ont lâché à la dernière minute. Ce sont eux qui ont formé le régime Talon. L'histoire veut se répéter. Les personnalités privées de leur liberté présentement ne sont pas non négligeables dans ce camp de la majorité présidentielle, même si depuis quelque temps, il est dit que certains sont en froid avec le patron. Ils ont néanmoins eu l'occasion de laisser leur empreinte au sein de cette mouvance. Forcément, des gens leur seront fidèles. Ceux-là pourraient être à la manœuvre pour la naissance de cette opposition. Et si cette opposition arrivait à se créer effectivement, elle serait plus redoutable que les démocrates qui sont sous les feux de la rampe aujourd'hui. Mais rien n'est gagné d'avance, parce qu'ils risquent de mettre en place une opposition qui ne sera pas au rendez-vous de 2026. Peut-être leur gloire débutera après. S'ils veulent être au rendez-vous, ils auront l'obligation de créer leur parti. Les nouvelles lois contraignent à cela. Sinon, il ne pourra pas présenter des candidats. Et dans ce contexte, il sera difficile pour eux de se formaliser et remplir toutes les conditions d'une participation au scrutin. Donc, le ciel est très sombre pour cette option, vu que le terrain n'est pas favorable. C'est pourquoi il est conseillé d'aller avec délicatesse pour ne pas s'enfoncer sur le terrain politique actuel. Ce terrain est déjà balisé par des topographes hors pair. Quand on n'affûte pas bien sa stratégie, mieux vaut se résigner. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM.
Dans la Liborie, la différence a un nom.